première fois que les Vénitiens contribuent au problème de leur lagune. De vastes projets d'ingénierie menés au cours des siècles passés ont laissé un héritage pernicieux. Ça, c'est la carte de Venise dessinée par Jacopo de Barbari en l'an 1500. La ville tout entière y est représentée de façon extraordinairement détaillée. En 1500, Venise était à l'apogée de sa richesse, sa puissance et sa taille. On voit tous ces navires venus de toute la Méditerranée et d'Europe, dans ce qui était alors un port très actif. Au début du XVIe siècle, la cité des Doges contrôle des pans entiers de la Méditerranée. Et la force motrice de cette hégémonie est une zone appelée l'Arsenal. Aujourd'hui, il règne ici une atmosphère de calme et de sérénité. Mais l'Arsenal était le chantier naval de Venise, le moteur de la puissance vénitienne. C'est ici qu'on fabriquait les bateaux utilisés pour faire la guerre et commercer. Au XVIe siècle, c'était le plus grand complexe industriel d'Europe. Des milliers d'artisans venaient ici chaque jour pour travailler sur ces bateaux. Mais la lagune accuse un changement spectaculaire. Les sédiments apportés par les fleuves se sont accumulés au fil des siècles. Et les chenaux commencent à s'ensabler. Il devenait de plus en plus difficile de naviguer sur la lagune. Et ils ont dû avoir recours à des solutions comme draguer la vase au fond des canaux ou encore dévier certains fleuves. L'accès à l'eau est la source de leur pouvoir. Alors les Vénitiens se lancent dans un vaste projet d'ingénierie pour refaçonner l'environnement et empêcher la lagune de s'assécher. C'était tentant de draguer ces chevaux. Ça nécessitait beaucoup de travail et un effort constant d'entretien pour continuer à faire naviguer les bateaux, prospérer le commerce, circuler les voyageurs et envoyer des galères à la guerre le cas échéant. Mais altérer la lagune n'était pas sans conséquences. Ça a suscité de nouveaux problèmes. Comme il y avait plus d'eau de mer qui entrait dans la lagune, les inondations du centre se sont multipliées. Les Vénitiens modifient la lagune pour accroître leur influence en tant que puissance commerciale et maritime. Mais à l'aube du XVIIe siècle, la carte du commerce international est déjà en plein bouleversement. Les nouvelles routes vers les Amériques et la concurrence accrue au sein de la Méditerranée sonnent le glas de l'économie maritime de Venise. Pour survivre, la Sérénissime doit se réinventer. Ça fait des siècles que Venise attire les gens comme une sorte d'aimant. Au début, c'était des commerçants, des pèlerins ou même des migrants cherchant à travailler. Puis de plus en plus de gens sont venus pour voir la ville elle-même, mais aussi pour découvrir ses spectacles et ses loisirs. Surfant sur son attrait aux yeux des visiteurs étrangers, Venise se transforme en véritable mecque du divertissement. De plus en plus, les voyageurs ne sont plus attirés à Venise par le seul désir de voir la ville et de découvrir sa culture, mais aussi par la promesse des plaisirs illicites qu'ils pourront y trouver. Ce sont les premiers casinos, les jeux d'argent, ainsi que des courtisanes très en vue et certains des bordels les plus célèbres d'Europe. La ville construite sur l'eau devient une destination de voyage incontournable pour les nobles et les artistes de toute l'Europe.
Anthony Kent. Le tourisme devient sans conteste sa principale industrie. Au XXe siècle, Venise n'est plus la chasse gardée d'une élite fortunée. Avec l'avènement du tourisme de masse, le nombre de visiteurs explose. Et aujourd'hui, ils sont des millions à venir ici chaque année. Mais cette popularité a un coût. Ces dernières années, la taille et le nombre des navires de croisière n'ont fait qu'augmenter. Et en 2019, un paquebot a englouti un quai. Par miracle, il n'y a pas eu de mort. Mais des protestations croissantes se sont élevées contre le passage de tels bateaux au cœur même de Venise. En 2021, les autorités ont banni ces gigantesques paquebots de la ville. Mais cette décision aurait-elle augmenté le risque d'inondation? Les navires de croisière sont désormais cantonnés à un chenal étroit à l'ouest de Venise. Loin d'être désaffectée, cette partie de la lagune était déjà très fréquentée. L'océanographe Luca Zaccia redoute de voir les paquebots exercer encore davantage de pression sur un système naturel déjà en péril. Ce canal de navigation a été construit à la fin des années 60. Il conduit au port industriel qui est là-bas. Ce chenal relie la mer à Porto Marghera, un des plus grands ports d'Italie. Près de 25 millions de tonnes de marchandises y transitent chaque année. Depuis les années 60, la taille des bateaux a doublé. Aujourd'hui, on en a qui font jusqu'à 300 mètres de long. C'est beaucoup pour ce canal. L'équivalent de 6 piscines olympiques bout à bout. Et en matière de bateaux, la taille compte. Ça, c'est une grosse vague. Elle était pas mal. Et maintenant, le long des côtes, on va voir l'eau osciller d'avant en arrière pendant 15 à 20 minutes. L'érosion causée par les bateaux ronge le littoral. En gros, on a perdu 150 mètres depuis la construction du canal. Plus les bateaux sont grands, plus ils vont vite. Et plus la houle qu'ils produisent est importante. Les gros paquebots génèrent deux types de vagues destructrices. D'abord une vague creuse qui aspire l'eau sous le bateau. Puis une vague d'étrave qui repousse l'eau sur les côtés à mesure que le navire avance. La force de ces deux vagues se combine pour éroder la terre à proximité du chenal. Quand le sillage du bateau arrive ici, il grignote peu à peu le bord et des pans entiers de sol finissent par se détacher. C'est un processus très rapide.
70, la lagune s'est creusée de plus d'un demi-mètre sous l'effet de l'érosion. Et quand la lagune devient plus profonde, le risque d'inondation augmente. C'est un tampon entre la terre ferme et l'océan. Vous n'imaginez même pas tous les problèmes qu'on aurait sur la côte sans ce tampon. Il faut donc limiter l'érosion si on veut sauver Venise. Luca pense que les Vénitiens ont un choix difficile à faire. Sauver leur ville ou laisser les cargos et les navires de croisière marrer à la lagune. La nature paie le prix cher pour une industrie qui n'est pas viable. Et ce n'est pas normal. Nous devons traiter l'environnement correctement. Parce qu'on l'a hérité du passé et qu'on est responsable. C'est ce qui protège Venise contre davantage de dégâts. À mon avis, la lagune n'est pas adaptée aux grands bateaux. Les systèmes de défense naturelle, essentiels à la survie de Venise, ne parviennent pas à absorber l'augmentation du trafic maritime. Et les effets de cette augmentation ne se limitent pas à la lagune extérieure. Aujourd'hui, les voies d'eau de la cité des Doges sont encombrées de petits hors-ports. À l'instar des paquebots, ils laissent derrière eux un sillage destructeur. Et cela érode lentement les murs des canaux. Mais les services municipaux eux-mêmes utilisent abondamment les bateaux à moteur. Alors comment protéger Venise des dégâts causés par leur sillage? Une start-up suédoise pense avoir trouvé la solution. Là, on file à 5 nœuds, 8 km/h. À cette vitesse, ce bateau est comme tous les autres. Quand on fend l'eau, cette eau doit aller quelque part. Et ça laisse un sillage derrière le bateau. Et ces vagues sont dangereuses pour les structures de Venise. Mais si je mets le gaz, elle prend de la vitesse et dès qu'on atteint 16 nœuds, le bateau commence à voler. Au lieu de fendre les vagues en déplaçant beaucoup d'eau, on utilise une technologie appelée hydrofoil. Quand le foil ou l'aile se déplace dans l'eau, le liquide s'écoule sur le côté supérieur puis sur le côté inférieur. Et cette différence de pression soulève toute l'aile. Tout cela est rendu possible par un logiciel complexe qui ajuste constamment la position du foil. C'est un ordinateur qui gère la stabilisation du bateau, si bien que le foil bouge 100 fois par seconde pour compenser les vagues, les vents latéraux et les mouvements des gens dans le bateau. On est à 20 nœuds et il n'y a pas du tout de claboussure ni de mouvement. On vole en silence au-dessus de la surface. Regardez derrière nous, il n'y a aucun sillage. Le fait de réduire la friction avec l'eau permet aussi au bateau de consommer beaucoup moins d'énergie. Sur les voies d'eau plus larges de la ville, régulièrement empruntées par des bateaux-taxis et des ferries filant à toute vitesse, Michael pense que cette technologie permettra de réduire considérablement les dommages causés par le sillage. Mais certains estiment que pour résoudre ces problèmes actuels, Venise doit aussi se tourner vers les pratiques du passé.
aussi. Jusqu'à la moitié du XXe siècle, c'était l'unique moyen pour les Vénitiens de se déplacer dans la lagune. Les marchandises et les personnes étaient transportées dans des bateaux à rames, et tout le monde savait ramer. Ma grand-mère venait au champ ici, à San Terrasmo, en bateau. La rame est le symbole de l'engagement écologique de la ville contre la pollution des hors-bords. L'aviron à la vénitienne est en pleine renaissance. Et une fois par an, des milliers de passionnés ont l'occasion de faire une démonstration de leur talent à la Regata Storica. C'est certainement un des principaux événements de notre ville. Et aujourd'hui, c'est la première vraie Regata Storica dont on peut profiter pleinement depuis la pandémie. Depuis le XIIIe siècle au moins, les régates font partie intégrante de l'identité de la ville. Aujourd'hui, c'est une nouvelle chance de célébrer l'histoire de Venise, mais aussi de montrer à quoi ressemblait la cité des Doges sans les bateaux à moteur. C'est une des rares journées de l'année où le Grand Canal est fermé aux bateaux à moteur. Pour nous, c'est comme si le Grand Canal était la grande rue de notre ville. Mesdames, levez les rames! Nous sommes très heureux, parce que ça permet aux gens d'imaginer ce que serait Venise sans les bateaux à moteur. Ou en tout cas, ça les encourage à chercher des solutions fiables pour les remplacer. Venise est le fruit de son environnement. Elle a surgi de la base d'une lagune pour devenir une merveille du monde. Aujourd'hui, 1600 ans plus tard, ses habitants cherchent à adapter cette même lagune pour assurer l'avenir de leur ville. Face à la montée des eaux, les Vénitiens se tournent vers des projets d'ingénierie révolutionnaires. Le milieu naturel et les usages du passé. Venise est un formidable laboratoire d'adaptation parce qu'elle a réussi à survivre au fil des siècles et à transformer l'environnement conformément à ses besoins. À Venise, il n'y aura jamais de solution définitive. Il faut sans cesse s'adapter. Alors que l'humanité se débat contre le changement climatique et la montée du niveau de la mer, c'est la leçon qu'enseigne Venise au reste du monde.
van aménagé WeVan, vos aventures en van. Samedi prochain, d'Israël à l'Italie, la science tente de percer un des grands mystères de la chrétienté, le linceul de Turin. Sur Arte et sur la plateforme arte.tv, le mois de juin ouvre de nouveaux horizons. Si vous aviez l'occasion de foutre le camp avec un demi-million de dollars, taxi! Je suis parti de la maison. Parti. Je dirais qu'elle est devenue folle. J'ai pas voulu te faire danser de force. Je m'ennuie vers ma Saint-Tropez. C'est quoi les pétroglyphes? Littéralement, C'est un véritable casse-tête. j'attends que tu m'appelles. J'avoue que tu es sans c'est toujours le chemin. On sera vus comme des héros et on finira dans les livres d'histoire. Changer d'horizon. En juin, sur Arte et sur la plateforme arte.tv. Je veux servir mon pays. Je veux partir au Vietnam. Il faut que je parte. Patriote convaincu, Y'a pas de blessés. brisé par la guerre, Tu passeras le reste de tes jours dans un fauteuil roulant. On marcherait. il ne se battra plus jamais, J'ai tué des femmes, des mots. sauf pour la paix. L'histoire vraie de Ron Kovic, né un 4 juillet, demain à 21h sur Arte. Alors dites-moi, les garçons, pourquoi voulez-vous adopter? On est un couple très solide. Alors un enfant, c'est la cause métal. J'ai l'impression qu'on est retourné à l'école et que personne ne joue à l'époque. Moi non plus, personne. Salut. Salam, fais gaffe, Jake. Fais gaffe. Non. J'aimerais savoir comment moi je suis censé guider Jake dans ce monde. Faut juste qu'on soit libre. Une série trash et enchantée sur le mot parentalité. Lost Boys and Fairies, jeudi dès 20h55 sur Arte. Et maintenant, gardons la tête dans les nuages pour mieux comprendre leur influence sur le climat. Aussi majestueux qu'imprévisibles, les nuages sont loin d'avoir livré tous leurs secrets. Beaucoup de mystères derrière cette brume en fait. Bon, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Vite, à première vue, on a l'impression qu'un nuage est une chose assez simple. Tous les enfants savent en dessiner un et expliquer en gros ce que c'est. Mais dès qu'on étudie les nuages de plus près, ça se complique sérieusement. Les nuages sont envoyeurs d'eau et de vie. Ils transportent une multitude de particules d'un continent à l'autre. Mais ce qu'ils contiennent exactement reste un mystère pour la science. On ne peut pas étudier les nuages sur une paillasse de D'accord. laboratoire. Ils sont insaisissables et ils se transforment en permanence. Oui. Les humains tentent de s'immiscer dans ce système complexe et de le modifier. Et pour comprendre l'impact possible des nuages sur le réchauffement climatique, les chercheurs poussent leur exploration jusqu'aux limites de l'espace. Les nuages sont un des paramètres les moins bien compris du dérèglement climatique. Beaucoup de questions restent en suspens. Les nuages auront-ils dans le futur de plus en plus d'influence sur le climat? Pourraient-ils représenter une ressource pour l'être humain? Faut pas tromper. Hambourg, 16h. Temps nuageux et sec.
en a, je crois. T'en as 2. Des petites bouteilles. Là. Parce que je suis un Nous rat, avons moi. un lien émotionnel avec les nuages, car ils nous emmènent dans un imaginaire. Quand ils font des missions, Ça, c'est sur l'Italie, là. Encore Alors, je vais pas Et on entend, je sais pas, c'est des ploufs ou c'est des où ils jouent au ballon d'abouchage, j'en sais rien. Comment ces géants qui nous font rêver se forment-ils? Petit rappel. Le soleil réchauffe la surface terrestre, les fleuves, les mers et les océans, ce qui entraîne une évaporation de l'eau. L'air chaud porte les molécules d'eau et monte dans l'atmosphère. À mesure que l'air s'élève et refroidit, la vapeur d'eau se condense en minuscules gouttelettes qui s'assemblent jusqu'à former un nuage. Lorsque les gouttes sont devenues trop lourdes, elles retombent au sol sous forme de pluie ou bien de neige en hiver. Commence alors un nouveau cycle hydrologique. Au cœur de la France, non loin de Clermont-Ferrand, on côtoie les nuages de près. Le Puy de Dôme, qui culmine à 1500 mètres d'altitude, domine la chaîne des volcans d'Auvergne. Il attire de nombreux visiteurs. Pierre Amato n'est pas là en touriste. Les chercheurs montent au sommet plusieurs fois par mois. Beaucoup de mystères derrière cette brume en fait. Colorier un On est petit encore peu, beaucoup de choses à c'est comme découvrir ça. puisque là c'est curieux par nature. Voilà, c'est ce qui fait les chercheurs, il me semble, il faut être curieux. C'est un peu en dehors du monde. On est un peu comme sur un nuage, justement, on peut dire. C'est un peu déconnecté des réalités, cet endroit, et le fait d'être dans un nuage. Alors, ouais, c'est une bulle. Tu laisses des petits poils. Des problèmes du monde. On va fabriquer les... Les Romains Mais considéraient le super. feu comme sacré et avaient fait ériger un temple au pied du vieux volcan. J'en ai des lunettes sur le pif. Je vais mettre une Par la deuxième. tête dans les nuages 150 jours par an, ce qui en fait un lieu d'observation idéal pour les scientifiques. Son observatoire, perché au sommet, date de 1876. Il est l'une des plus anciennes stations météorologiques du monde. Les appareils de mesure installés sur le toit fournissent de précieuses données scientifiques, comme le taux d'humidité, la pression et le rayonnement atmosphérique, ainsi que des informations sur la microbiologie des nuages. Pierre Amato s'intéresse à la composition des mystérieuses masses grises. Il se trouve actuellement au cœur d'un nuage long de 2 km. La température là-haut est de 4 degrés contre 20 au pied du volcan. Ouais, tu vois, on est dans le nuage. Pour certains, ça peut paraître difficile. Pour nous, c'est le paradis. C'est vraiment le super environnement pour travailler. Les chercheurs disposent ici d'un outil unique en France, une sorte d'aspirateur à nuages. Un aspirateur à Alors, ces nuages. instruments permettent de collecter les gouttelettes en suspension dans l'air de manière stérile et propre. En fait, ils aspirent ici, vous voyez dans les formes qui sont là, l'air est aspiré, il va ensuite s'écouler dans les bouteilles qui sont ici, l'ensemble est stérile. Ah ouais. Goutte après goutte, l'aspirateur collecte environ un demi-litre de liquide par heure. Les micro-organismes présents dans les gouttelettes sont d'origine terrestre. Ils ont probablement été emportés par les vents dans l'atmosphère où ils peuvent survivre jusqu'à moins 40 degrés. Alors, on a récupéré notre nuage ici. Il y a beaucoup de choses à analyser pour nous, et notamment ces plein de vie. Pierre Amato a découvert que les nuages offrent aux organismes un véritable habitat et agit sur leur métabolisme. Au
aux situations nuageuses, on a pu découvrir que les micro-organismes se réactivaient dans les nuages avec la présence d'eau liquide, c'est-à-dire qu'ils reprenaient une activité métabolique, comme un peu on observe dans les sols sous l'effet de la pluie. Outre divers champignons, un millilitre d'eau de nuage du puits de Dôme contient en moyenne 8000 bactéries, parmi lesquelles des germes potentiellement toxiques pour l'être humain. Alors il n'est pas surprenant qu'avec la diversité microbienne qu'on trouve dans l'air, on trouve également des antibiorésistances. Alors ça pose quand même certaines questions, c'est-à-dire qu'on a des micro-organismes résistants aux antibiotiques qui se promènent jusqu'en altitude de plusieurs kilomètres d'altitude, donc ils peuvent traverser des continents entiers, donc se répandre sur la planète très rapidement. On ignore encore d'où ils proviennent et ce que cette forme de propagation pourrait signifier pour l'homme et l'environnement. On sait en revanche que les bactéries présentes dans les nuages développent d'étonnantes stratégies d'adaptation. La bactérie Pseudomonas cerevisiae vit au sol et se nourrit de tissus végétaux qu'elle recouvre de cristaux de glace à basse température. Lorsque celle-ci se retrouve dans les airs, elle réagit au contact des nuages. La bactérie forme dans l'eau des nuages des cristaux de glace comme elle le ferait sur une plante. Une fois givrées, les gouttelettes devenues plus lourdes retombent à terre. C'est probablement ainsi que les bactéries assurent leur survie. Elles congèlent l'eau des nuages pour retourner d'où elles viennent. Il faut changer l'eau. Pour essayer de comprendre les implications de l'atmosphère biélectrique, on a une sorte d'enveloppe terrestre autour de la Terre qui est baignée de biomasse, qui va connecter les environnements les uns avec les autres. Voilà, qu'est-ce que ça implique? On travaille là-dessus. Effectivement, on ne se comprend pas bien encore. On sait que ça va transporter des micro-organismes qui vont coloniser de nouveaux environnements. Il faut passer des choses dans l'air. L'infiniment grand et l'infiniment petit. Les chercheurs doivent à la fois comprendre des phénomènes planétaires et des processus microscopiques. C'est à ces derniers que s'intéresse la physicienne Mira Peltier. Mon nuage préféré, c'est celui qu'on voit ici. C'est un cumulus à travers lequel on peut voir des petits bouts de ciel et dont les contours sont très bien dessinés. Les nuages peuvent devenir gigantesques et dépasser la taille de l'ébast. Et ce sont de véritables mastodontes. Un nuage de beau temps pèse jusqu'à 1000 tonnes, soit environ le poids de 200 éléphants. On s'imagine que la recherche sur les nuages se fait toujours à très grande échelle. Pour ma part, je n'étudie jamais un nuage dans son ensemble. Je n'en observe qu'un petit bout à la fois. Leipzig, en Allemagne. Au cours des dernières années, la ville est devenue un pôle de référence mondial de la recherche sur les nuages. Elle abrite le Tropos, l'institut de recherche sur la troposphère, qui réunit une équipe de 140 chercheurs. Pour comprendre les mécanismes en jeu dans la formation des nuages, les chercheurs recréent en laboratoire des conditions très spécifiques. Les nuages changent en permanence. On ne sait jamais où et quand le nuage va apparaître. Et ce qui donne de la pluie, ce ne sont pas les nuages bas, mais ceux qui sont bien plus haut dans l'atmosphère. C'est en partie difficile à étudier. C'est pour ça que nous recréons des nuages en laboratoire. Tiens, Pichou. Oui. Dans un nuage se déroulent simultanément des processus chimiques et physiques. Ah, je suis obligée Trouver la bonne méthode pour étudier certains paramètres de façon ciblée peut demander des années. Dennis Niedermayer, qui dirige les recherches, en sait quelque chose. Quand j'ai étudié la météorologie, je n'imaginais pas que ce serait aussi compliqué. La recherche sur les nuages en général et celle en soufflerie en particulier. Mais on sait pourquoi on le fait. Les nuages sont fabriqués dans une tour haute de 16 mètres. Conçue comme une thermos géante, elle permet de maintenir des températures constantes pour garantir des mesures exactes.
là. Pendant la durée de vie Il d'un va nuage, pas. les conditions changent constamment. Le nuage ne Oui, mais reste le pas petit stable. chou, j'ai dit Et le haut, hein. ici, en laboratoire, c'est justement ce qu'on fait. On stabilise toutes les conditions pour pouvoir observer le nuage de façon très précise. T'as mis le lot? Il faut plus d'une heure pour mettre l'installation en route. Là, Ce simulateur de nuage va voir là. est unique en Europe. Non, je t'ai pas dit de me piquer le fauteuil. Il était que midi, prévoir quelqu'un. Le nuage artificiel, c'est Voilà, je vais m'amener une glacière On va pas mettre de mon flash. comme il le ferait. L'eau chaude, c'est pas mon truc. Denis et Mira ajustent à présent certains paramètres. La température, Bon. le taux d'humidité, ainsi que la vitesse. Je vais le descendre parce que. Ici, on est un peu comme dans un laboratoire de sorciers. On voit des choses qui ne sont pas visibles habituellement. Ça a quelque chose de magique. Parce que d'ordinaire, quand on traverse C'est dans le Nagne, ça, non? on ne voit que du brouillard. Et ici, on distingue tout. Chaque turbulence, chaque gouttelette. C'est vraiment magnifique. Mira Polter concentre ses recherches sur les flux d'air et les tourbillons qui se forment à l'intérieur des nuages. Ces turbulences ont un impact sur la forme et la nature des nuages, mais aussi sur la formation des pluies, bien plus qu'on ne l'avait supposé jusqu'ici. Les turbulences font tourbillonner les gouttelettes d'eau qui s'entrechoquent à l'intérieur du nuage. Mira a découvert que ces collisions entraînent la formation de gouttes plus grosses qui finissent par tomber sous forme de pluie. D'après nos connaissances actuelles, tout indique que les turbulences jouent un rôle clé dans la répartition des gouttes. On comprendra donc bien mieux comment la pluie se forme et comment les gouttes passent à l'état liquide lorsqu'on aura compris comment fonctionnent ces turbulences. Pourquoi tu dis ça? Oui, c'est moi. Ah, tienne. Moi, je te dis, je vais en acheter une autre pompe. Suspendues dans les airs, les particules à peine visibles sont indispensables à la formation des nuages. Sans elles, ils n'existeraient pas. Nommées aérosols par les chercheurs, elles flottent par milliers dans l'atmosphère. Lors des tempêtes, la fine poussière des sables du Sahara s'envole jusqu'à 5000 mètres d'altitude. Les particules issues des sels marins, du sol et Ah, c'est vague. sont les aérosols naturels les plus fréquents. À leur côté, flottent des aérosols artificiels issus de l'activité humaine. On a du mal à imaginer que d'aussi petits éléments puissent avoir un tel impact. Le CO2, par Coucou exemple, Mimi, ce n'est coucou qu'un gaz Mimi, qu'on ne voit coucou pas. Mimi. Et pourtant, il joue un rôle crucial. C'est exactement la même chose pour les aérosols. Ils sont si petits qu'on ne les voit pas. Et même si on les assemblait tous, ils ne prendraient pas tellement de place. Pichouche. Ils ont pourtant un effet énorme sur le climat. Tout simplement parce que c'est ce qui constitue notre atmosphère, notre air. C'est sur ces aérosols que les molécules d'eau viennent se fixer. Ah ouais. La vapeur d'eau se condense autour de ces particules pour former de minuscules gouttelettes. Ya ves, oh, coño. Pichouchou. Si suffisamment d'eau s'y accumule, Pourquoi ça la s'accumule? goutte s'alourdit et finit par tomber à terre. Il faut donc une de ces particules pour chaque gouttelette de nuage. Ah ouais. Mais chacune a une composition et une origine différentes. Non loin de Leipzig, au cœur des champs, se trouve la station de mesure de Melpitz. Les particules qui y sont collectées ont parcouru plusieurs centaines de kilomètres. Entre l'Est Ah oui, et je l'Ouest vois. du pays, la composition de l'air est très différente. Dans l'Est, on utilise des processus de combustion qui génèrent un certain type d'aérosol. Et dans l'Ouest, on trouve par exemple des aérosols marins. On voit très bien toutes ces particularités quand on étudie les différentes masses d'air. Les machines qui tournent jour et nuit permettent d'obtenir une cartographie des aérosols issus des environs et de bien plus loin. Les particules d'origine humaine émises par la combustion du bois et du charbon
sont détectables grâce à des filtres. Ah ah. On voit que ce filtre qui n'a pas encore servi est parfaitement blanc. Alors qu'à l'inverse, celui-là est très gris. Ce sont les particules de suie qui donnent cette couleur grise. Elles sont caractéristiques de l'activité humaine. Depuis que l'homme a découvert le feu, il rejette des aérosols dans l'atmosphère. Avec le début de l'industrialisation au XVIIIe siècle, le nombre des émissions a brutalement augmenté. Les gaz d'échappement des voitures et la combustion d'énergie fossile ont encore accéléré le phénomène. À de nombreux endroits, les aérosols anthropiques supplantent ceux d'origine naturelle. Il est indéniable que l'être humain, par ses actions, modifie les nuages, par les émissions qu'il génère et parce que l'urbanisme évolue. Le tout est de savoir comment et quelles en sont les conséquences. Si on prend les nuages qui sont derrière moi, ils ont sans doute une composition un peu différente du fait qu'on se trouve en ville. Toutes ces petites choses font qu'il est très difficile de mesurer comment la modification des nuages par l'être humain influe par exemple sur le changement climatique. Les propriétés des aérosols jouent un rôle clé dans le climat et la formation des nuages. Et sur le Raison pour laquelle les chercheurs Ah non, Oui. sur la cheminée. Sur la cheminée, sur la fenêtre. de retour au tropos de Leipzig. Peter Metke se rend sur le toit du département de chimie où un poêle est relié à un container. Il y fait brûler du bois de boulot pour les besoins d'une expérience. Dans les sciences appliquées, on part souvent de situations quotidiennes pour étudier les effets d'un phénomène dans différentes conditions. Que se passe-t-il exactement lorsque des aérosols anthropiques comme ceux qui sont issus des eaux urbaines montent dans l'atmosphère? Pour étudier ces transformations chimiques, les chercheurs du Tropos utilisent des chambres en plastique remplies d'air dans lesquelles ils injectent différents types d'aérosols. Par exemple, les particules de suie provenant du bois de bouleau. Des dizaines de tubes à néon reproduisent la lumière du soleil. Et ça coûte cher tout ça pour la recherche. Ici, on essaie de recréer un morceau d'atmosphère pour pouvoir l'étudier de manière plus ciblée. À l'extérieur, lors de nos observations de terrain, les processus sont si nombreux qu'on ne peut pas les étudier séparément. Le rayonnement solaire déclenche des processus chimiques au cours desquels les aérosols se développent et modifient leurs propriétés. Chaque particule est unique et agit différemment sur son environnement. Dans quelle mesure les aérosols d'origine humaine influencent-ils le climat et la formation des nuages? Nos modèles montrent clairement que certaines particules refroidissent l'atmosphère car elles favorisent la réflexion du rayonnement solaire. Mais il est encore très difficile d'évaluer leurs effets sur l'atmosphère. Car en plus de leur pouvoir réfléchissant, elles ont également un impact sur la formation des nuages, ainsi que sur le climat et le bilan radiatif de la Terre. En réfléchissant la lumière du soleil, les aérosols produits par l'humain refroidissent l'atmosphère et agissent donc positivement sur le réchauffement climatique. Mais ces aérosols ont-ils aussi une incidence sur la formation des nuages? Le pouvoir réchauffant ou refroidissant d'un nuage est d'abord lié à sa composition. Les nuages refroidissent le climat en réfléchissant les rayons du soleil et le réchauffent en renvoyant la chaleur émise par la Terre. La prédominance d'un effet sur l'autre dépend principalement de la hauteur et de l'épaisseur des nuages. Les nuages plus épais réfléchissent davantage de lumière, mais absorbent peu de chaleur terrestre. Les chercheurs leur attribuent donc un effet refroidissant. A l'inverse, les nuages plus hauts et plus minces laissent passer beaucoup de lumière et
renvoient simultanément la chaleur terrestre. On pense donc qu'ils ont un effet réchauffant sur le climat. Qu'advient-il en présence d'une grande quantité d'aérosols artificiels? Favorisent-ils la formation de nuages et ont-ils ainsi une action refroidissante sur le climat? Quand un nuage Oui, se donc forme là-dedans. dans une zone polluée, les zones sont plus nombreuses et petites, mais aussi plus claires et plus blanches. Même si on pourrait s'attendre à l'inverse, un nuage formé dans un environnement pollué est plus clair et plus blanc. Ce qui, du point de vue du climat, a d'abord un effet positif, car ces nuages réfléchissent davantage de lumière. Des particules artificielles comme solution à la crise climatique? Problème. Qui dit plus de particules, dit plus de CO2 libéré par la combustion, ce qui aurait l'effet inverse. Mira Pulker part en quête de réponse à l'autre bout du globe, en Australie. Dans l'hémisphère nord se trouve l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. L'hémisphère nord est donc bien plus pollué que l'hémisphère sud. Pour comprendre comment fonctionne l'atmosphère avec moins d'aérosols artificiels, il est important d'étudier des zones où l'empreinte humaine est plus réduite, comme ici en Australie, dans l'hémisphère sud. Les scientifiques disposent ici d'un terrain de recherche idéal pour comparer les données sur l'atmosphère et les nuages avec celles de l'hémisphère nord. Les analyses de ces données sont une fenêtre ouverte sur l'avenir. Les connaissances actuelles ne permettent pas de prédire le temps qu'il fera aujourd'hui ou demain. Nous sommes cependant en mesure d'évaluer quels changements se produiront au niveau atmosphérique dans le futur si nous produisons moins d'aérosols et de prévoir comment le climat évoluera si les processus naturels reprennent le dessus. Nous voilà arrosés. C'est à l'aéroport de Cairns, au nord du pays, qu'est stationné l'outil de travail des chercheurs. ALO, l'avion de mesure du Centre allemand pour l'aéronautique et l'aérospatiale, a été spécialement aménagé pour l'exploration de l'atmosphère et des nuages. L'appareil peut voler jusqu'à 15 km d'altitude et parcourir de longues distances. L'équipe de Mira compte une quarantaine de chercheurs. Ils veulent comprendre comment les aérosols agissent sur les nuages et inversement. Ils parcourent jusqu'à 10 000 km par jour pour recueillir des données sur les bandes nuageuses situées entre les deux hémisphères. L'air passe ici, au travers d'un rayon laser. Les différentes zones qu'on survole ont chacune des conditions spécifiques, selon le type de gaz qu'on y trouve. On détermine s'ils viennent de l'océan, des plantes, des incendies, de l'activité humaine ou bien s'il s'agit de gaz naturel. On peut voir tout ça en croisant les données de nos appareils de mesure. C'est ce qui nous permet de comprendre les interactions entre les différents paramètres et comment ils agissent sur le climat et la météo. 2 mois durant,
durant, les chercheurs volent jusqu'à 16 heures par jour. Plus ils recueilleront de données et plus leurs résultats seront précis. L'équipe a déjà fait une première découverte. Une disparition des aérosols humains n'entraînerait pas une réduction des nuages, car la nature peut produire elle-même de nouvelles particules avec l'aide du soleil. Ce que nous avons découvert grâce aux mesures, c'est l'existence de petites molécules à partir desquelles les particules se forment. Ce sont ces germes de condensation qui alimentent le nuage et le font grossir. La nature est donc capable de créer ses propres particules, qui formeront elles-mêmes des nuages. Mais tous les nuages ne se ressemblent pas. Certains échappent au radar car ils sont situés bien plus haut dans l'atmosphère. À Kulmsborn, au bord de la mer Baltique, l'Institut allemand de physique de l'atmosphère étudie les nuages les plus hauts de notre planète, à la frontière de l'espace. Il faut pour les atteindre des appareils spécifiques. Les nuages que nous connaissons, ceux que nous survolons en avion, ce sont les nuages de pluie constitués d'eau liquide. Au-dessus, il y a les cirrus, des nuages de glace qui ont parfois des reflets irisés. Et encore bien plus haut dans l'atmosphère, à 60-70 km d'altitude, on trouve les nuages nocturnes lumineux. Ils sont composés des rares cristaux de glace qui arrivent à se former dans l'air raréfié. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on peut voir à l'œil nu cette très fine couche d'air flotter aux limites de l'espace. On n'aurait jamais pensé trouver de l'air si haut. Mais s'il y a des nuages et des cristaux de glace, c'est forcément qu'il y a de l'air. Pendant les mois d'été, juste après le coucher du soleil, les nuages nocturnes lumineux sont visibles à l'œil nu, car leurs cristaux de glace réfléchissent la lumière résiduelle du soleil. Pour explorer ces hautes altitudes, les chercheurs ont eu l'idée de projeter dans le ciel des vaisseaux laser. Les rayons lumineux atteignent les nuages nocturnes à plus de 80 km d'altitude. Une fois réfléchie, la lumière est captée et analysée. On peut ainsi mesurer l'épaisseur et l'altitude des nuages, et même la taille des particules. Les nuages nocturnes lumineux se composent de particules extrêmement fines, qui sont très rares dans cette partie de l'atmosphère. Si on rassemblait toutes les particules présentes sur 1 km², leur poids ne dépasserait pas celui d'une demi-tablette de chocolat. Disons 50 grammes. Les chercheurs s'intéressent depuis une trentaine d'années à ces particules. Elles n'étaient visibles jusqu'ici que sous les latitudes nord. Mais ces dernières années, elles ont aussi été observées dans le sud de l'Europe. Récemment encore en Espagne. Les mesures laser indiquent leur présence à des altitudes de plus en plus basses. Les nuages nocturnes lumineux descendent chaque année d'environ 10 mètres. On pourrait s'en étonner, dans la mesure où l'atmosphère se réchauffe et devrait donc se dilater. Ce qui est d'ailleurs le cas à basse altitude, là où se forment les premiers nuages. En revanche, la couche d'air qui se trouve au-dessus est plus épaisse froide en raison de la présence de CO2. Et c'est parce que l'air se réchauffe en bas et se refroidit en haut que les nuages lumineux descendent. On voit donc ici que l'atmosphère se contracte, ce qui pour nous chercheurs est une preuve directe du changement climatique. Il est ici directement mesurable. Plus les données collectées seront nombreuses et plus cette hypothèse pourrait être étayée. Dans le nord de la Norvège, l'île Andøya abrite la station de recherche Alomar. Ici aussi, les chercheurs recourent à des faisceaux laser pour mieux comprendre les mécanismes des nuages nocturnes lumineux. Actuellement, ces nuages sont assez fins pour laisser passer le rayonnement solaire. Mais dans le
pourront sans doute s'épaissir au point d'absorber ou de réfléchir les rayons dans une autre direction. Ça privera la couche inférieure de l'atmosphère de ce rayonnement. On ne sait pas ce qui se passera ensuite, car les rayons ont à la fois un effet réchauffant et refroidissant. Donc il faut continuer à chercher. Des antennes radar reflètent les données fournies par les faisceaux laser. Elles aussi détectent les nuages nocturnes par rayonnement. L'objectif des chercheurs est de développer des modèles informatiques les plus précis possibles. À côté de l'observatoire se trouve le centre spatial d'Angoya. Des instruments de mesure embarqués sur des fusées sont envoyés directement à travers les nuages nocturnes lumineux. Ils vont fournir des données complémentaires sur les turbulences à l'intérieur des nuages. L'idée, c'est de collecter ces données partout dans le monde. Mais comme on ne peut pas installer des observatoires partout, on a développé au cours des dernières années des technologies beaucoup plus compactes. Les nouveaux lasers sont plus puissants, ce qui permet de les intégrer dans des modules plus petits. L'Institut Leibniz de physique de l'atmosphère est un pionnier mondial dans la fabrication de lasers compacts. Ces derniers peuvent être installés partout et suivre le déplacement des nuages nocturnes sur plusieurs kilomètres. Grâce à cette avancée technologique, les nuages nocturnes lumineux n'auront peut-être bientôt plus de secrets pour les chercheurs. Le climat est un système chaotique et complexe, au sein duquel les nuages jouent un rôle central. Quand l'un de ces paramètres est modifié, par exemple la température moyenne, les conséquences sont considérables. Canicule, sécheresse, inondations. Si les phénomènes météorologiques extrêmes ont toujours existé, les simulations des scientifiques montrent clairement que le changement climatique les favorise. À chaque degré de réchauffement, l'atmosphère stocke environ 7% de vapeur d'eau en plus. Si elle en absorbe davantage, les nuages sont plus nombreux, les pluies plus intenses. À météo équivalente, les précipitations sont aujourd'hui 20% plus abondantes que dans les années 1950. Du point de vue du climat, nous devons nous préparer à des hivers plus humides et à des périodes de sécheresse plus longues et plus précoces en été. Et il serait faux de croire que les orages et les averses d'été ne représentent aucun danger. Les tendances actuelles indiquent que ces événements ne seront pas moins nombreux. Il semblerait au contraire qu'ils deviendront plus fréquents. L'aérodrome d'Albstadt, au sud-ouest de l'Allemagne. C'est ici que travaille Julia Rexroth. Sage-femme de métier, Julia est aussi pilote. Du printemps à l'automne, elle chasse les orages de grêle. Je consulte les bulletins météo et je regarde bien sûr la situation générale. Si des perturbations arrivent et quels sont les courants atmosphériques. J'ai une approche scientifique de la météo et je regarde les cartes très attentivement. C'est indispensable pour que je sois prête à intervenir. L'avion est équipé de 2 générateurs